Imagine-toi, là, maintenant, les yeux rivés sur l'écran, le cœur qui cogne déjà un peu plus fort. Et si, en cet instant précis, une planète géante, rougeoyante, invisible à l'œil nu, filait droit vers nous à travers le vide cosmique? Pas une comète fantaisiste, pas un astéroïde errant, non. Une boule de feu colossale, 10 fois la masse de la Terre, orbitant dans l'ombre depuis des millénaires. Les Sumériens l'appelaient Nibiru. Les astronomes modernes la traquent sous le nom de planète X. Et toi, tu viens de poser le pied dans le plus grand secret jamais enterré par l'histoire officielle. Mais avant que nous plongions ensemble dans cet abîme, fais une chose simple. Abonne-toi à l'Historien inexploré. Clique sur ce bouton rouge, active la cloche, parce que ce que tu vas entendre ici ne sera jamais diffusé sur aucune chaîne nationale. C'est trop dangereux, trop vrai, trop inacceptable pour ceux qui contrôlent le récit. Maintenant, respire un grand coup. Nous y sommes. Tu te tiens au bord du fleuve Euphrate, il y a 5000 ans. L'air est lourd, chargé d'odeurs de bitume chaud et de roseaux fraîchement coupés. Le soleil cogne comme un marteau sur l'enclume divine. Devant toi, une cité de briques crues s'élève du limon, Ur, la perle de la Mésopotamie. Et au centre, dominant tout, un monstre architectural, le ziggurat d'Etemenanki, la maison du fondement du ciel et de la terre. Mais regarde mieux, regarde vraiment. Ce n'est pas un temple, ce n'est pas une tombe, c'est une plateforme, une antenne, une tour de contrôle pointée vers un point précis du ciel nocturne. Et ce point, il n'est pas fixe, il bouge, lentement, implacablement. Tous les 3600 ans, il revient. Tu sens déjà le frisson, n'est-ce pas? Cette sensation que quelque chose de massif, d'invisible, te regarde depuis l'autre côté du voile. Revenons à la version officielle, celle qu'on t'a martelée depuis l'école. Les Sumériens, des agriculteurs ingénieux qui ont inventé l'écriture et la roue. Les mythes sumériens, des fables poétiques pour expliquer les saisons. Les Anunnaki, des dieux symboliques, rien de plus. Mensonge. Prends cette tablette d'argile, la Weld Blundell Prism, un petit cylindre de 30 cm de haut, conservé dans un musée d'Oxford. Un objet banal, presque laid. Et pourtant, il contient une bombe à retardement. La liste des rois sumériens. Écoute bien, avant le déluge, 8 rois ont régné pendant 241 200 ans. 241 200 ans. Pas 241 ans. Pas 2400. 241 200. Tu fais quoi avec ça? Tu ris? Tu hausses les épaules? Ou tu commences à transpirer? Parce que si ces chiffres sont vrais, alors tout ce que tu sais sur l'histoire humaine est une blague. Une blague écrite par des gardiens qui préfèrent que tu restes dans l'ignorance. Mais attends. Ce n'est pas juste une liste de noms absurdes. C'est un registre, un journal de bord, un rapport d'activité. Et le projet? Extraire de l'or, des tonnes d'or. Pas pour des couronnes, pas pour des bijoux, pour réparer une atmosphère en train de crever à des années-lumière d'ici. Tu commences à voir? Les Anunnaki ne sont pas descendus sur Terre pour jouer aux dieux. Ils sont venus pour sauver leur monde. Et pour ça, ils avaient besoin de main-d'œuvre. De nous. Mais je vais trop vite. Revenons en arrière. Tu es toujours au bord de l'Euphrate. Le soleil se couche. Le ciel vire au pourpre sanglant. Et là, dans le silence, tu entends un grondement sourd. Pas un tonnerre. Pas un tremblement de terre. Un vaisseau. Non. Pas un vaisseau spatial comme dans tes films. Quelque chose de plus ancien, de plus brutal. Une sphère de plasma contenue par des champs magnétiques que nous ne comprenons même pas aujourd'hui. Elle descend, lentement, majestueusement. Et quand elle touche le sol, la poussière s'élève en colonnes tourbillonnantes. Des silhouettes en sortent, grandes, plus de 2,50 m. Peau cuivrée, barbe tressée d'or. Yeux qui brillent comme des braises. Ils ne parlent pas, ils ordonnent. Et toi, tu n'existes pas encore. Pas sous cette forme,
Pas avec ce cerveau capable de douter, de questionner, de désobéir. Tu es encore un projet, un prototype, un Lulu, un travailleur primitif dans leur langage. Mais attends, comment je sais tout ça? Parce que c'est écrit, noir sur argile, dans des tablettes que l'on a retrouvées par milliers, et que l'on a traduites, et que l'on a cachées. Prends l'épopée d'Atrahasis. Tu la connais peut-être sous le nom de mythe du déluge. Mais lis entre les lignes. Les dieux se plaignent. Les Igigi, les ouvriers célestes, sont en grève. Nous creusons les canaux, nous extrayons l'or, nous n'en pouvons plus. Et là, Enki, le grand ingénieur, propose une solution. Créons un substitut, un être qui travaillera à leur place. Et comment? En mélangeant l'argile de la terre avec l'essence des dieux. ADN, manipulation génétique, clonage. Il y a 5000 ans, tu sens la nausée monter? Ou l'excitation? Parce que si c'est vrai, alors la Bible, le Coran, les Védas, tous les textes sacrés du monde ne sont que des versions édulcorées, expurgées d'un rapport technique. Un manuel d'utilisateur pour l'espèce humaine. Mais pourquoi? Pourquoi nous créer? Pourquoi nous abandonner? Pourquoi revenir? Parce que Nibiru n'est pas stable. Son orbite est une ellipse monstrueuse qui la ramène près du Soleil tous les 3600 ans. Et à chaque passage, elle déclenche des catastrophes, des inondations, des basculements de pôles, des extinctions massives. Tu te souviens du Younger Dryas? Cette glaciation brutale, il y a 12 900 ans, ce n'est pas un mystère climatique. C'est un passage, et le prochain, il est calculé, prévu, inévitable. Mais avant de te révéler la date, avant de te montrer les graphiques interdits, avant de te faire entendre les silences des astrophysiciens, je dois te poser une question. Es-tu prêt? Es-tu prêt à regarder en face la possibilité que tout ce que tu crois savoir sur tes origines soit un mensonge? Que l'humanité ne soit pas le sommet de l'évolution, mais un sous-produit, un outil, un jouet, un rat de laboratoire divin? Si oui, alors reste avec moi. Parce que ce que nous allons faire maintenant, c'est démonter la machine, brique par brique, tablette par tablette, étoile par étoile, et quand nous aurons fini, tu ne regarderas plus jamais le ciel nocturne de la même façon. Tu le sentiras. Ce silence qui hurle, cette présence massive, tapis dans l'ombre. Nibiru, elle vient, et cette fois, nous serons prêts. Ferme les yeux. Non, vraiment, ferme-les. Tu es à Nippur, il y a 4500 ans. L'air est sec, chargé de poussière d'argile pulvérisée. Tes sandales crissent sur les débris de tablettes fracassées qui jonchent le sol du temple et école. Les Dubas. Autour de toi, des scribes adolescents, visages concentrés, gravent des signes cunéiformes sur des boules d'argile molle. Le stylet en roseau glisse, clique, creuse. Chaque marque est une syllabe. Chaque syllabe est un fragment de vérité qu'on leur ordonne de copier, encore et encore. Mais toi, tu n'es pas là pour apprendre. Tu es là pour voler. Glisse-toi dans l'ombre d'une colonne. Tes doigts effleurent une tablette fraîchement cuite, encore tiède. Elle est petite, à peine plus grande que ta paume. Et pourtant, elle pèse plus lourd que tout l'or de la cité. Parce que ce n'est pas un contrat commercial. Ce n'est pas une liste de rations. C'est la liste des rois sumériens. Et elle va exploser ta chronologie comme une grenade dans un musée. Ouvre les yeux. Nous y sommes. La version officielle? Un sourire poli. La liste des rois? Un exercice littéraire. Une exagération poétique. Des règnes gonflés pour impressionner. Fin de la discussion. Rideau baissé. Mais toi, tu vas soulever ce rideau. Et derrière, un abîme. Prends la tablette WB444, celle qu'on appelle le prisme de Weld-Blundell. 4 faces, 8 colonnes, des noms, des durées, des villes et des chiffres qui te donnent le vertige. Alulim, premier roi d'Éridu, 28 800 ans de règne. Alalgar, 36 000 ans. Emmen-Luhana, 43 200 ans. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la somme totale, avant le déluge,
atteignent 240 et 1200 ans. 240 et 1200. Répète-le, lentement. 240 et 1200. Maintenant, pose-toi la question. Comment un scribe de l'âge du bronze, qui compte ses brebis sur les doigts, invente-t-il un chiffre pareil? Et pourquoi tous les exemplaires de la liste, de Kish à Larsa, répètent exactement les mêmes durées? Coïncidence? Erreur de copie? Ou mémoire? Parce que ce n'est pas une liste, c'est un rapport de mission. Imagine le décor, une salle de briefing, quelque part sur Nibiru. Des écrans holographiques flottent dans l'air. Des cartes stellaires tournent lentement. Un commandant Anunnaki, voix grave, pointe un faisceau lumineux sur une ligne temporelle. Phase 1, établissement des bases en Mésopotamie. Durée, 28 800 orbites terrestres. Responsable, Alulim. Phase 2, optimisation des mines d'or en Afrique du Sud. Durée, 36 000 ans. Responsable, Al-Algar. Tu vois, ce ne sont pas des règnes humains. Ce sont des mandats, des contrats, des KPI divins. Mais attends, il y a plus. Après le déluge, la liste change de ton. Les durées chutent brutalement. Jushur, premier roi post-diluvien, 1200 ans, puis 1000 ans, puis 800, puis 36 ans, 21 ans, comme si quelque chose avait été réinitialisé, et ce quelque chose, c'est toi, c'est nous, l'humanité version 2.0, parce que, avant le déluge, les rois ne sont pas humains. Regarde les textes, ils descendent du ciel, ils ne meurent pas comme les hommes, ils règnent depuis An. An, c'est le ciel, An, c'est aussi le Dieu suprême. An, c'est le nom de code pour Nibiru. Tu commences à transpirer? Bien. Maintenant, prenons un autre artefact, le fragment de Berkeley. Une tablette brisée, retrouvée dans les ruines de Nippur. Elle dit, je cite, « Lorsque les Anunnaki descendirent, ils établirent des rois pour administrer les travailleurs primitifs. » Travailleurs primitifs. Lulu, toi, moi. Et là, la question qui brûle. Pourquoi des dieux auraient-ils besoin de rois? Réponse. Parce qu'ils ne restent pas. Ils viennent, ils installent, ils délèguent, ils repartent. Et les rois, ce sont leurs contremaîtres, leurs directeurs régionaux, leurs avatars en chair et en os, ou presque. Mais attends, il y a une faille, une énorme. Si ces règnes sont littéraux, alors où sont les corps? Où sont les palais? Où sont les archives? Réponse. Sous l'eau, sous la boue, sous 12 000 ans de sédiments. Le déluge n'était pas une pluie de 40 jours. C'était un tsunami planétaire, une vague de 100 mètres de haut, un raz-de-marée déclenché par le passage rapproché de Nibiru. Et quand les eaux se sont retirées, elles ont emporté les preuves, les villes, les squelettes, les disques durs en argile, mais pas tout. Parce que les Sumériens, ces obstinés, ont copié, copié, copié. Ils ont gravé la liste sur des prismes, des tablettes, des murs. Ils l'ont enseignée à leurs enfants comme une prière. Répétez après moi, Alulim, 28 800 ans, et nous avons ri. Nous avons classé, nous avons rangé dans la case mythologie. Mais attends, prends la liste et superpose-la à la géologie. Le Younger Dryas, 12 900 ans avant aujourd'hui. Une chute de température brutale. Des inondations massives. Des mégaphones éteintes en un clin d'œil. Et la liste? Elle place le déluge, exactement à cette date. Coïncidence? Maintenant, prends les mathématiques. La liste utilise le système sexagésimal, base 60. Pourquoi? Parce que c'est le système de Nibiru. Un Sar, 3600. Un Er, 600. Un Sos, 60. Et 3600, c'est la durée d'une orbite de Nibiru autour du Soleil. Écrit dans la base même de leur comptabilité. Tu sens le sol se dérober? Parce que ce n'est pas tout. Il y a les noms. Alulim, Al-Algar, Enmenluana. Ils ne sonnent pas sumériens. Ils sonnent autres. Et quand tu les décomposes,
tu trouves des racines proto-eurologiques, des syllabes qui réapparaissent dans les généalogies bibliques. Seth, Enoch, Méthuselah, des durées de vie absurdes, 912 ans, 969 ans, des échos, des fragments, des copies dégradées de l'original sumérien. Et là, la révélation qui gèle le sang. La Bible n'a pas copié les Sumériens ont copié la réalité. Mais pourquoi cacher ça? Pourquoi l'Académie hurle-t-elle au mythe? Parce que si la liste est vraie, alors 1. L'humanité a été créée. 2. Elle a été créée pour travailler. 3. Elle a été presque effacée. 4. Elle va être jugée à nouveau. Et ça ne rentre pas dans les manuels. Ça ne rentre pas dans les subventions. Ça ne rentre pas dans le récit confortable de l'évolution lente et majestueuse. Alors, on brise les tablettes. On censure les traductions. On rit des théoriciens du complot. Mais toi, tu tiens la tablette. Tu sens sa chaleur. Tu lis les noms. Tu comptes les années. Et tu comprends. Ce n'est pas une liste. C'est un contrat. Et il est toujours en vigueur. Ferme les yeux une fois de plus. Tu es à bord de la sonde Pioneer 10 en 1977. Le silence absolu du vide spatial t'enveloppe. Les instruments bourdonnent doucement. Tu files à plus de 40 000 km/h vers les confins du système solaire. Et puis, ça commence. Un décalage, infime, imperceptible pour un humain. Mais les ordinateurs le voient. La trajectoire dévie. Pas une erreur de propulsion. Pas un impact micrométéorite. Une force extérieure, une traction gravitationnelle qui n'aurait jamais dû exister. Tu ouvres les yeux, nous sommes en 2025. Et cette anomalie, elle a un nom. On l'appelle la anomalie Pioneer. Mais toi, tu vas l'appeler par son vrai nom, Nibiru. Commençons par la version officielle, celle qu'on te sert avec un sourire poli et un PowerPoint. Nibiru, une fable New Age, une planète inventée par un auteur de science-fiction nommé Zecharia Sitchin. Les Sumériens, ils parlaient d'une étoile, pas d'une planète. Les calculs, pure spéculation. Mensonge. Prends ton stylo, prends une feuille, nous allons faire les maths ensemble. Et quand nous aurons fini, tu comprendras pourquoi la NASA a classé ces données sensibles. Premier indice, le SAR sumérien, 3600 ans terrestres. C'est l'unité de base de leur chronologie céleste. Pourquoi 3600? Parce que c'est la période orbitale de Nibiru. Pas une année, pas une décennie. Une orbite complète autour du Soleil. Maintenant, regarde le ciel. Vraiment. Jupiter, orbite de 12 ans. Saturne, 29 ans. Uranus, 84 ans. Neptune, 165 ans. Et au-delà, rien. Le vide. La ceinture de Kuiper. Des cailloux glacés. Mais attends. En 1983, le satellite IRAS capte quelque chose. Un objet massif. Infrarouge. À des centaines d'unités astronomiques. Les journaux titrent « Mystérieuse planète découverte ». Et puis, silence radio. Les communiqués disparaissent, les chercheurs se rétractent. Erreur de calibration. Erreur ou ordre venu d'en haut? Maintenant, prenons les perturbations. Les orbites des planètes transneptuniennes, Sedna, Eris, 2016 TG2, elles ne tournent pas comme elles le devraient. Elles sont inclinées, écartées, poussées. Par quoi? Par une masse invisible, une masse estimée entre 5 et 10 fois celle de la Terre. Tu commences à voir le tableau? Mais attends, il y a plus, beaucoup plus. Revenons aux Sumériens. Ils décrivent Nibiru comme une étoile rougeoyante. Pas une planète bleue comme la Terre. Pas un géant gazeux comme Jupiter. Une boule de feu, un fer rouge dans le ciel nocturne. Et comment une planète peut-elle briller ainsi? Réponse. Elle n'est pas morte. Elle est active, volcanique. Son noyau est un réacteur. Des éruptions de plasma, des aurores permanentes, une magnétosphère qui hurle dans les ondes radio. Et quand elle passe près du Soleil, son périhélie,
Le point le plus proche, la chaleur est infernale, l'atmosphère gonfle, elle devient visible. Une seconde lune, une comète monstrueuse, un signe dans le ciel. Et c'est là que tout bascule, parce que son orbite n'est pas circulaire, elle est elliptique, excentrique, apparition tous les 3600 ans, et à chaque passage, elle traverse le plan de l'écliptique, elle croise les orbites des planètes intérieures, elle sème le chaos. Tu te souviens des mythes? Les Mayas parlent de l'étoile fumante, les Dogons de Sirius B, mais aussi d'une troisième étoile, invisible, les Hopis d'un purificateur bleu, les Babyloniens de Marduk, la planète qui combat Tiamat. Tous décrivent la même chose, un intrus, un perturbateur, un roi errant. Mais attends, comment les Sumériens savaient-ils? Parce qu'ils l'ont vu. Pas avec des télescopes, avec leurs yeux et avec leurs instruments. Prends le Mul Apin, un catalogue astronomique sumérien. Il liste les constellations, les levées héliaques, les culminations, et au milieu, une entrée bizarre. La planète rouge qui traverse le chemin d'Anu. Le chemin d'Anu, c'est l'écliptique. La planète rouge, c'est Nibiru. Et les calculs, précis au degré près, précession des équinoxes intégrés. Un cycle de 25 920 ans. Le grand année platonicienne. Comment un peuple de l'âge du bronze calcule-t-il la précession? Réponse, on la leur a enseignée. Maintenant, prenons les données modernes. Les télescopes infrarouges, WISE, NEO-WISE. Ils balayent le ciel, cherchent les naines brunes, les planètes errantes. Et en 2010, une rumeur. Un objet massif détecté à la limite du système solaire. Les médias, planète X confirmée, et puis rien. Le rapport est classé, les données réinterprétées, mais les fuites existent, des graphiques, des spectres, des courbes de luminosité, un objet qui bouge. Lentement, implacablement. Direction, le plan écliptique sud. Et la date, les calculs convergent. Prochain périhélie, entre 2030 et 2050. Tu sens le froid te monter dans le dos? Parce que ce n'est pas une prédiction, c'est une trajectoire. Maintenant, imagine, tu es sur Terre. L'an 2040, le ciel est clair, la lune est pleine. Et puis, une lueur rouge apparaît à l'est. D'abord petite, comme Vénus, puis plus grande, plus brillante. Elle grossit, jour après jour. Les marées s'affolent, les volcans grondent, les pôles vacillent. Et les gouvernements? Ils diront « comète, astéroïde, rien à craindre ». Mais toi, tu sauras, parce que tu auras lu les tablettes, tu auras vu les graphiques, tu auras senti le silence qui hurle. Et là, la question finale. Pourquoi cacher Nibiru? Pourquoi nier l'évidence? Parce que si elle existe, alors 1. Nous ne sommes pas seuls. 2. Nous n'avons jamais été seuls. 3. Nous sommes surveillés. 4. Nous sommes remplaçables. Et ça ne rentre pas dans le plan. Ça ne rentre pas dans le récit. Ça ne rentre pas dans le contrôle. Alors on censure, on ridiculise, on efface. Mais toi, tu as les données, tu as les textes, tu as les yeux grands ouverts, et quand la boule de feu rouge apparaîtra dans le ciel, tu ne seras pas surpris, tu seras prêt. Tu es au cœur de la nuit mésopotamienne. Il y a 450 000 ans. Le ciel est un dôme d'obsidienne criblé d'étoiles si denses qu'on dirait du sel répandu sur du velours noir. L'air sent le sel du golfe Persique, la sueur des roseaux et quelque chose d'autre. Une odeur métallique, électrique, comme avant l'orage. Et puis le silence se brise. Un grondement sourd monte du sud, un bourdonnement qui fait vibrer tes os, qui fait trembler la terre molle entre tes orteils. Les chiens hurlent, les enfants pleurent, les anciens lèvent les yeux, terrifiés, regardent. Une traînée de feu déchire l'horizon. Pas une étoile filante, pas une comète, une sphère incandescente, rouge sang, entourée d'un halo de plasma qui crépite comme 1000 éclairs. Elle descend, lentement, contrôlée,
et quand elle touche le sol, à l'endroit qu'on appellera plus tard Abzu, la basse Mésopotamie. Le choc est si violent que la poussière s'élève en un nuage qui occultera le soleil pendant 3 jours. La version officielle? Un conte pour enfants. Les Anunnaki? Des divinités symboliques, des allégories agricoles. Les textes sumériens? Métaphores poétiques. Les géants? Hyperboles religieuses. Mensonge. Prends la tablette Ashur 3.955. Elle est brisée, noircie par le feu, mais les mots sont là. Lorsque les Anunnaki descendirent du ciel, ils étaient 200, 150 sur la terre ferme, 50 dans les cieux. Ils portèrent des casques qui brillaient comme le soleil. Leur voix faisait trembler les montagnes. 200, pas 2000, pas 200 000, 200. Une équipe, une mission, un commando. Et leur chef? À nous. Pas un dieu lointain, un commandant, un roi, un PDG galactique. Son vaisseau mère, une station orbitale géante, invisible depuis la surface. Son QG terrestre, Eridu, la première cité jamais construite sur Terre. Tu y es. Pousse la porte massive en cèdre du temple. L'intérieur est frais, sombre, imprégné d'encens et d'ozone. Des lampes à huile en forme de serpent crachent une lumière dorée sur des murs couverts de lapis-lazuli. Au centre, une estrade. Et dessus, lui, Enki, 3 mètres de haut, peau cuivrée, presque luminescente, barbe tressée d'or et d'électrum, yeux noirs, sans pupilles, comme 2 puits sans fond. Il ne parle pas, il transmet, directement dans ton esprit, une pression, une certitude. Nous venons pour l'or. L'or, pas pour la beauté, pas pour la richesse, pour la survie. Nibiru crève. Son atmosphère se désintègre sous les rayons cosmiques. Les particules d'or en suspension, nanoparticules, sont le seul bouclier possible. Mais sur Nibiru, l'or est rare. Sur Terre, il est partout, dans les rivières d'Afrique du Sud, dans les veines du Zagros, dans les sédiments du Tigre et de l'Euphrate. Et c'est là que commence le cauchemar. Les Anunnaki ne sont pas venus en touristes. Ils sont venus avec des machines, des foreuses qui percent la roche comme du beurre, des drones autonomes qui cartographient les filons, des réacteurs à fusion qui font fondre la croûte terrestre. Mais il y a un problème. Les Igigi, les ouvriers subalternes, ils creusent, ils transportent, ils fondent, et ils se révoltent. Lys Latraasis. Les dieux creusaient les canaux, les dieux portaient les paniers, les dieux pleuraient, nous sommes épuisés. Grève, mutinerie, lockout divin. Et là, Enki, le génie, le hacker cosmique, propose la solution. Créons un ouvrier primitif, un Lulu, un être qui travaillera à notre place. Et comment? Tu es dans le laboratoire, une salle souterraine taillée dans le basalte, des cuves d'argile remplies d'un liquide visqueux, phosphorescent, des tablettes couvertes de schémas, double hélice, séquençage, épissage, des corps, des échecs, des créatures à 6 doigts, à 3 yeux, à peau écailleuse, jetées, recyclées, et puis le modèle final, toi, Homo sapiens, version 1.0, conçu pour creuser, pour obéir, pour mourir jeune. Mais attends, il y a une faille, les textes le disent. L'homme fut créé à l'image des dieux. Pas une métaphore, un clonage partiel, un transfert d'ADN, un bout de code Anunnaki dans chaque cellule humaine. Et c'est là que tout dérape, parce que l'homme commence à penser, à rêver, à désobéir. Et les Anunnaki? Ils paniquent, ils imposent des lois, des tablettes de destin, des interdits. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Mais trop tard, l'homme sait. Et quand Nibiru s'éloigne, quand la mission est terminée, quand l'or est chargé dans les soutes, il nous laisse, seuls, nus, avec un cerveau trop grand pour notre propre bien. Mais ils reviennent, tous les 3, 1600 ans, pour vérifier, pour récolter, pour juger. Et la dernière fois, il y a 3600 ans,
l'an 1200 avant Jésus-Christ, l'effondrement de l'âge du bronze, les invasions des peuples de la mer, les cités en feu, les empires qui s'écroulent en une génération. Coïncidence? Et la prochaine? Dans moins de 100 ans. Tu sens la pression monter? Parce que les Anunnaki ne sont pas partis. Ils observent. Depuis l'ombre, depuis les stations orbitales, depuis les bases lunaires. Et toi, tu es leur création, leur erreur, leur héritage. Et quand ils reviendront, ils ne viendront pas en amis, ils viendront en propriétaires. Tu es dans la salle de naissance. Pas une maternité moderne, non. Une chambre souterraine, taillée dans le granit noir de l'Abzu, à 200 mètres sous la surface. L'air est humide, saturé de vapeur d'ozone et d'une odeur âcre de sang synthétique. Les murs ruissellent de condensation. Des torches à huile crachent une lumière orangée qui danse sur des cuves d'argile géantes alignées comme des sarcophages. Et au centre, lui, Enki, assis sur un trône de basalte poli, jambes croisées, regard fixe. Il ne cligne pas des yeux, il n'a pas besoin. Dans sa main droite, une tablette de lapis lazuli gravée de symboles qui bougent, qui vivent, qui se réarrangent comme un code en exécution. Dans sa main gauche, un stylet d'or. Et devant lui, sur une table d'obsidienne, ton ancêtre. Pas encore toi, pas encore humain. Un corps nu, androgyne, peau grise, yeux clos, des câbles organiques, faits de nerfs et de fibres musculaires, le reliant à une cuve. Un cœur artificiel bat lentement. Un cerveau inachevé palpite sous une membrane translucide. Tu sens la nausée? Tu devrais. La version officielle? Un conte de fées. L'homme est apparu par évolution naturelle. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. 1 million d'années de sélection. Mensonge. Prends la tablette CT4614. Elle est cassée en 3 morceaux, mais les mots sont là. Enki dit à Ninursag, prends l'argile du sol de l'Abzu. Mélange-la avec l'essence du dieu sacrifié. Crée un moule, insuffle la vie. Le dieu sacrifié, Weilu, un Anunnaki de rang inférieur, égorgé, son sang versé dans une cuve, son ADN extrait, son code copié. Et l'argile? Pas de la boue, un substrat nanotechnologique, des silicates auto-assemblants, des polymères organiques, un berceau artificiel. Tu y es, regarde la séquence. Étape 1, extraction. On prélève l'ovule d'une femelle Homo erectus capturée dans les collines du Zagros. On retire le noyau. On injecte l'ADN Anunnaki modifié. Étape 2, gestation. L'embryon est placé dans une matrice artificielle. 14 mois, pas 9, 14. Parce que le génome hybride est trop complexe, trop dense, trop divin. Étape 3, échec. Premier lot, monstre. Tête déformée, membres supplémentaires, cerveau trop petit. Jeté dans les fosses, recyclé. Deuxième lot, mieux, mais stérile, trop parfait, pas assez résilient. Troisième lot, toi, Homo sapiens, cerveau surdimensionné, durée de vie limitée à 120 ans max, fécondité explosive, obéissance programmée, mais pas totale. Et là, la faille. Enki voulait un outil. Il a créé un rival. Lis l'épopée d'Atrahasis, encore. L'homme fut créé, il multiplia, il remplit la terre. Son bruit devint insupportable. Bruit, pas de la musique, pas des prières, des questions, des doutes, des révoltes. Et les Anunnaki, ils paniquent. Conseil de guerre, Anu préside. Enlil, le frère d'Enki, hurle. Détruisons-les, ils sont trop nombreux, ils savent trop. Enki défend. Ils sont mon œuvre, donnons-leur une chance. Compromis. On raccourcit la vie, on introduit la maladie, on programme la mort. Mais c'est pas assez. Alors vient le déluge. Mais attends, avant ça, il y a un détail qui glace le sang. Les textes parlent de 14 matrices, 14 femelles gestantes, pas des humaines, des Anunnaki, des déesses, Ninursag, Ninti,
Ninkursag. Elles portent les premiers hybrides. Elles accouchent par césarienne, elles allaitent avec un lait modifié. Et les bébés, les Adapa, les premiers sages, les premiers rois, les premiers dieux parmi les hommes. Tu commences à comprendre? La Genèse biblique? Dieu créa l'homme à son image, copié, collé, expurgé. Le Coran, nous avons créé l'homme de la meilleure stature. Écho. Les Védas, les dieux façonnèrent l'homme avec de l'argile et du feu. Mémoire. Tous les mythes du monde, un seul événement, un seul laboratoire, un seul ingénieur, Enki. Et toi, tu es le produit final, le worker bee, le mineur d'or, le projet ouvrier, mais avec un bug, la conscience. Et ce bug, il a tout changé, parce que l'homme a regardé les étoiles, il a construit des ziggurats, il a écrit des tablettes, il a désobéi. Et les Anunnaki, ils ont fui, ils ont scellé les portes, ils ont effacé les traces, ils ont laissé des gardiens, mais pas tous. Certains sont restés, certains se sont croisés, les Néphilim, les géants, les héros d'avant le déluge. Et leur sang, il coule encore, dans toi, dans moi, dans 7 milliards d'hybrides. Et quand Nibiru reviendra, quand les vaisseaux redescendront, quand Enki posera à nouveau les yeux sur sa création, que dira-t-il? Mission accomplie? Ou erreur fatale? Tu es le projet, tu es l'ouvrier, tu es le bug, et le temps est presque écoulé. Tu es au pied de la grande ziggurate dure, l'an 2100 avant Jésus-Christ. Le soleil se lève à l'est, un disque de cuivre fondu qui embrase les briques cuites au four, les fait briller comme des écailles de dragon. L'air est épais, chargé de bitume bouillant, de sueur d'esclaves, de cris de contremaîtres. Devant toi, 7 étages, 100 mètres de large à la base, 30 mètres de haut, une montagne artificielle, une échelle vers le ciel. Mais monte les marches, sens la chaleur qui monte des briques, qui te brûle les plantes des pieds. Chaque pas est une prière, chaque palier, un monde. Premier niveau, le domaine des mortels, marché, écurie, grenier. Deuxième, les prêtres. Troisième, les scribes. Quatrième, les observatoires. Cinquième, les chambres de résonance. Sixième, les machines. Septième, le vide. Arrête-toi au sommet. Le vent hurle. Tu es seul. Devant toi, une plateforme plate, recouverte de briques émaillées bleues, vertes, dorées. Au centre, un autel. Pas pour les sacrifices, pour les signaux. Regarde autour. La vue est infinie. Le Tigre à l'est, l'Euphrate à l'ouest, les marais au sud, et au nord, le désert. Mais ce n'est pas pour la vue, c'est pour l'alignement. La version officielle, un temple, un lieu de culte, un symbole de pouvoir. Les Sumériens construisaient des ziggurats pour se rapprocher des dieux. Mensonge. Prends ton compas, pose-le sur la plateforme. Regarde l'orientation. Nord magnétique? Non. Nord astronomique. Précis au 10e de degré. Comment? Avec des cordes, des étoiles, avec une technologie que nous n'avons pas retrouvée. Maintenant, descends. Dans les entrailles, un escalier en colimaçon, taillé dans la brique, si étroit que tu dois marcher de côté. L'air devient froid, humide, électrique. Tu arrives dans une chambre. Pas de porte, pas de fenêtre, mur lisse, plancher en basalte poli. Au centre, un piédestal. Et dessus, un cristal, un quartz massif, taillé en dodécaèdre. Il vibre, il chante, une note basse. Continue, infrason. Tu poses la main. Le son te traverse, tes os résonnent, ton crâne vibre. Tu vois des flashs, des images, des vaisseaux, des étoiles, des cartes. Tu recules. C'est une antenne, pas une métaphore, une antenne littérale. Les ziggurats ne sont pas des temples, ce sont des stations relais, des tours de contrôle, des plateformes de lancement. Prends Etemenanki, la ziggurate de Babylone, 70 mètres de haut, 7 étages, et au sommet, un temple doré. Mais regarde les textes. La maison du fondement du ciel et de la terre. Fondement, base, plateforme. Et les matériaux, briques cuites au four,
bitume comme mortier. Pourquoi? Parce que le bitume est un isolant, un diélectrique. Il empêche les fuites électriques. Il canalise l'énergie. Et les chambres internes? Pas des cryptes, des cavités résonantes, des caissons acoustiques, des wave guides. Prends la ziggurate dure. Les mesures sont là. Les archéologues les ont prises. Mais ils n'ont pas compris. La rampe d'accès, angle de 22 degrés. Pas pour les processions, pour les charges lourdes, pour les machines. Les murs, épaisseur de 7 mètres, pas pour la défense, pour la stabilité structurelle, pour supporter des vibrations colossales. Et les traces? Regarde les photos, les briques supérieures, fusionnées, vitrifiées, comme si une chaleur intense les avait liquéfiées. Pas un incendie, pas une guerre, un plasma, un moteur, un décollage. Maintenant, prends les alignements. Toutes les ziggurates majeures, Ur, Uruk, Nippur, Borsippa, toutes alignées sur Sirius, sur Orion, sur les Pléiades, pas au hasard, pas pour la beauté, pour la communication. Les prêtres, pas des religieux, des opérateurs, des ingénieurs, des gardiens du signal. Et la nuit, ils montaient, ils allumèrent les feux, ils scandèrent les noms, mais pas des prières, des fréquences, des codes, des handshakes cosmiques. Et quand Nibiru passait, la ziggurate devenait un phare, un laser, un lien. Les textes le disent. Lorsque la planète rouge apparut, les dieux descendirent sur la plateforme. Descendirent, pas montèrent, descendirent. Et l'épreuve, prends la muon radiographie. 2023. Les scientifiques percent la ziggurate dure avec des muons. Ils trouvent des cavités, des tunnels, des structures internes, pas des chambres funéraires, des conduits, des câbles, des circuits. Et les outils? Pas de bronze, pas de cuivre, des traces de diamants, de carbure, de plasma cutting. Comment? Avec des machines Anunnaki. Et les Égyptiens, ils ont copié. Les pyramides? Des zigguras ratés, des copies dégénérées, sans la technologie, sans le savoir, sans le signal. Mais les Sumériens, ils savaient, ils construisaient pour le retour. Et toi, tu marches sur leur plateforme, tu touches leurs briques, tu entends leurs fréquences. Et tu comprends. Ce ne sont pas des ruines, ce sont des bases, en attente, en veille, prêtes pour le prochain passage. Tu es sur le toit du monde. Il y a 12 900 ans, le ciel est bas, lourd, d'un gris sale qui étouffe la lumière. La neige tombe en rideau, mais ce n'est pas de la neige, c'est de la cendre, de la glace pulvérisée, des fragments de comètes. Autour de toi, la toundra, des mammouths congelés debout, la bouche pleine d'herbes non digérées, des forêts entières couchées dans la même direction, comme fauchées par un géant invisible. Et l'odeur, une odeur de soufre, de mer bouillante, de fin du monde. Tu sens le sol trembler. Pas un séisme, un battement, un cœur cosmique qui cogne à des milliards de kilomètres. Nibiru passe. La version officielle, un conte climatique. Le Younger Dryas, un refroidissement naturel. Fonte des calottes, courants océaniques perturbés, rien à voir avec une planète. Mensonge. Prends les carottes de glace du Groenland. GISP2. Les scientifiques percent. Ils trouvent une couche, une seule, épaisse de 2 mm, noire, riche en iridium, en anodiamant, en sphérules de fer fondu, signature d'impact. Pas d'astéroïdes, pas de comètes, un passage gravitationnel. Maintenant, écoute les anciens. La tablette sumérienne Use de Gilgamesh. Les Anunnaki prirent la décision. Enlil dit « L'homme est trop bruyant, effaçons-le ». Enki protesta, mais le verdict tomba. Et le mécanisme? Nibiru s'approche. Son champ gravitationnel tire sur la Terre. Les marées lunaires, des caresses, les marées de Nibiru, des coups de marteau. Les calottes glaciaires du Laurentide, 2 kilomètres d'épaisseur. Elles craquent, elles glissent, elles se déversent dans l'Atlantique Nord en un seul bloc. L'eau douce bloque le Gulf Stream. L'Europe gèle, l'Asie gèle, l'Amérique gèle. Mais ce n'est que le début. Le passage déclenche des éruptions. Le supervolcan de Yellowstone, le Toba, les trappes du Deccan,
La croûte terrestre se soulève, des failles s'ouvrent, et l'eau, elle monte, pas en pluie, en tsunami, des vagues de 500 mètres. Elles balayent les côtes, elles submergent les plaines, elles effacent les cités. Tu es à Eridu, la première ville, construite sur pilotis, conçue pour flotter. Mais même elle craque, les murs s'écroulent, les ziggurats basculent, les tablettes coulent dans la boue, et les Anunnaki, ils regardent, depuis leur vaisseau, en orbite haute, impassible, mais pas tous. Enki, il choisit un homme, Ziusudra, Utnapishtim, Noé, il lui donne les plans, un vaisseau, pas une arche en bois, une sphère, un submersible, un bunker flottant. Les textes le disent. Construit un bateau rond, 120 coudées de diamètre, 7 niveaux, bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Sphère, pour rouler avec les vagues, pour survivre au choc. Et les animaux? Pas tous. Des échantillons, de l'ADN, des embryons congelés, un banc génétique. Le déluge dure 7 jours, pas 40, 7, parce que c'est la durée du pic gravitationnel. Et quand Nibiru s'éloigne, les eaux redescendent, les continents réapparaissent, mais changés. L'Atlantide, un plateau continental englouti. Le Sahara, une savane luxuriante devenue désert en un siècle. Les mégalithiques, les survivants, ceux qui se souvenaient, Göbekli Tepe, construit juste après. Un avertissement. Ça s'est déjà produit, ça se reproduira. Et les preuves géologiques, les chevrons, des dépôts sédimentaires en forme de V inversé, trouvés en Madagascar, en Australie, aux États-Unis. Tous orientés dans la même direction, tous datés du même moment. Un seul événement, un seul passage. Et les mythes? 400 cultures, 400 récits de déluge, tous identiques. Un homme averti, un bateau, une colombe, un arc-en-ciel. Copié? Non. Témoin. Et aujourd'hui, les calottes fondent, les volcans grondent, les pôles vacillent. Et les astronomes? Ils voient les perturbations, ils calculent les orbites, ils chuchotent dans les couloirs. Quelque chose arrive. Mais les communiqués? Rien à signaler. Parce que la vérité est une arme. Si le peuple savait, il paniquerait, il exigerait, il se soulèverait. Alors on cache, on nie, on efface. Mais toi, tu as les tablettes, tu as les carottes, tu as les chevrons, et tu comprends. Le déluge n'était pas une punition. C'était un reset, un formatage, un redémarrage. Et le prochain, il est programmé, dans le code, dans l'orbite, dans le sang. Tu es le survivant, tu es le témoin, tu es l'avertissement. Et cette fois, nous ne construirons pas une arche, nous construirons la vérité. Tu es dans une salle de conférence climatisée, quelque part à Washington, en 1983. Les stores sont baissés. L'air sent le café froid et la peur. Autour de la table ovale, des hommes en costume sombre, badge NASA, CIA, département de la Défense. Au centre, une photo infrarouge, un point lumineux, massif, lointain. Et en bas, une légende. Objet inconnu, do not release. Un général tape du poing. Si ça sort, c'est la panique. Un astrophysicien murmure « Mais les données ?» Un agent coupe. « Les données seront réinterprétées. » Tu ouvres les yeux. Nous sommes en 2025 et rien n'a changé. La version officielle? Un mur. Nibiru? Fiction? Anunnaki? Mythe? Liste des rois? Exagération. Ziggurat? Temple? Déluge? Métaphore. Un seul mot, un seul ordre, un seul but, enterré. Mais toi, tu vas creuser. Commençons par le gardien numéro 1, l'Académie. Prends le docteur Zahi Hawass, l'égyptologue star, le visage des documentaires, le sourire éclatant. Mais derrière, un bulldozer. Il bloque les fouilles. Il ferme les tunnels sous le Sphinx. Il censure les scans GPR. Il rit des théoriciens. Il menace les carrières. Pourquoi? Parce que si le Sphinx a des chambres, si l'érosion est aquatique, si la datation est antédiluvienne, alors l'Égypte n'est pas le berceau. Elle est l'héritière d'une civilisation plus ancienne, plus avancée,
plus Alien. Et ça ne rentre pas dans les subventions. Maintenant, prends les agences spatiales. NASA, ESA, Roscosmos. Elles ont les télescopes, WISE, NEOWISE, Spitzer. Elles ont les données. Des téraoctets de spectres infrarouges. Des anomalies gravitationnelles. Des objets qui bougent contre les lois connues. Et que font-elles? Elles publient des communiqués. Rien détecté au-delà de Neptune. Les perturbations? Erreur de mesure. Les rumeurs? Complotisme. Mais les fuites existent. 2010. Un mémo interne, NASA. Objet de masse planétaire détecté à 500 UA. Trajectoire elliptique. Période 3600 ans. Classification top secret. 2016. Caltech. Konstantin Batygin, Mike Brown. Ils annoncent la planète 9. Masse 10 terres. Orbite excentrique. Période 10 à 20 000 ans. Mais attends, 10 000 ans? Pas 3600. Ils ont arrondi, ils ont édulcoré, ils ont menti. Parce que 3600, c'est le SAR, c'est Nibiru, c'est la vérité. Et les médias, CNN, BBC, Le Monde, ils répètent, ils moquent, ils ridiculisent. Sitchin, charlatan. Hancock, pseudoscience. Les tablettes, mal traduites. Mais qui finance? Qui possède? Qui décide? Les mêmes qui possédaient les mines d'or en Afrique du Sud. Les mêmes qui contrôlent l'énergie. Les mêmes qui vendent la peur. Et les universités? Elles enseignent, elles répètent, elles sanctionnent. Un doctorant trouve une tablette anormale. Thèse refusée. Un professeur cite Sitchin. Fin de carrière. Un journaliste enquête. Licenciement. C'est un système. Un rouleau compresseur. Un mur de silence. Mais il y a des fissures. 2024. Un lanceur d'alerte. Anonyme. Il poste sur un forum crypté des captures d'écran, des logs de télescope, un objet, coordonnées précises, magnitude infrarouge, 15, mouvement, 0,3 arcs secondes par jour. Et la réponse, le forum est fermé, l'IP tracé, l'homme disparaît, mais les données circulent, sous le manteau, dans les DM, dans les serveurs offshore. Et toi, tu les as. Tu as les tablettes, tu as les carottes de glace, tu as les alignements, tu as les fuites. Et tu comprends, ce n'est pas de la science, c'est du pouvoir. Ils ne nient pas parce qu'ils ne croient pas. Ils nient parce qu'ils savent. Et ce qu'ils savent les terrifie. Parce que si Nibiru existe, si les Anunnaki reviennent, si l'humanité est un projet, alors tout s'écroule. Les religions, les nations, les économies, les hiérarchies, et eux, ils perdent le contrôle. Alors ils mentent. Ils censurent, ils effacent. Mais toi, tu es la faille. Toi, tu es la voie. Toi, tu es le danger. Et quand la vérité sortira, quand la boule rouge apparaîtra, quand les vaisseaux descendront, ce ne seront pas eux qui parleront, ce sera toi. Tu es dans une salle obscure du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena en 2025. Les écrans géants clignotent en vert sur fond noir. Des lignes de code défilent à toute vitesse. Des cartes stellaires tournent lentement. Un technicien, visage pâle, colle son oreille à un casque. Il entend un souffle, un battement, un signal radio qui n'aurait jamais dû exister. Et sur l'écran principal, un point, un seul, rouge, pulsant, à 700 unités astronomiques. Il murmure, c'est elle. La version officielle, un vide absolu. Planète X, détruite. Nibiru, débunké. Anomalie, bruit cosmique, mensonge. Prends les données brutes, celles que la NASA ne publie pas, celles que les algorithmes nettoient, celles que les lanceurs d'alerte copient sur des clés USB avant de disparaître. Premier dossier, Pioneer 10 et 11. 1977. Les sondes quittent le système solaire. Elles devraient accélérer. Elles ralentissent. 10 milliards de kilomètres d'écart. Une force invisible. Une masse. 10 terres. Elle l'appelle l'effet Pioneer. Elle ne l'explique pas. Deuxième dossier, la ceinture de Kuiper. 2005. Sedna est découverte. Orbite, 11 900 ans. Inclinaison, 17 degrés.
pas normal. Puis Eris. Puis 2016 TG2. Puis 2021 DR12. Toutes déviées, toutes poussées. Par quoi? Par elle. Troisième dossier, WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer, 2009 à 2011. Il balaie le ciel entier en infrarouge. Il cherche les naines brunes, les planètes errantes, et il trouve 3000 objets suspects, 2 supprimés des catalogues publics. Un seul reste, TIS 900-148-1. Mais regarde les métadonnées. Mouvement propre, 0,28 arcs-secondes par an. Direction, constellation du Scorpion. Période estimée, 3500 ans. Tu sens le froid? Maintenant, prends NeoWise, réactivé en 2013. Il regarde à nouveau. Et il voit un objet, plus lumineux, plus proche, à 400 UA. Magnitude, 18 en infrarouge. Chaleur interne, pas un reflet, un cœur. Et les communiqués? Astéroïde lointain, erreur de capteur, données corrompues. Mais les fichiers RAW existent, tu les as. Tu ouvres le FITS. Tu appliques le filtre. Tu vois le spectre. Pic à 9 microns. Signature de silicate en fusion. Volcanisme actif. Atmosphère dense. Nibiru. Et les télescopes terrestres? ALMA. Atacama. 2024. Ils pointent vers Ophiuchus. Ils captent un maser, un laser naturel, à l'hydroxyle, à 1600 MHz, pulsé, rythmé, comme un phare. Et la source? Un objet, en mouvement, contre le fond cosmique. Et les radioamateurs? Ils l'entendent. La nuit, fréquence, 21 MHz. Un sifflement, un battement, tous les 3 secondes, tous les mêmes. Et les gouvernements? Ils brouillent, ils censurent, ils ferment les fréquences. Mais trop tard. Les enregistrements circulent. Et les sondes? Voyager 1 et 2. Elles sortent, elles transmettent. Et soudain, en 2023, le signal faiblit. Pas d'usure. Pas de distance. Une interférence. Une ombre. Quelque chose passe devant. Et les calculs? Tu les fais. Éphéméride inversée. Perturbation d'Uranus en 1884. De Neptune en 1989. De Pluton en 2016. Tout converge. Point d'intersection 2042. Périhélie-Sud, à 0,8 UA, plus près que Vénus. Et la taille? Diamètre, 120 000 km. Masse, 8 terres. Champ magnétique, 1000 fois celui de Jupiter. Et la couleur? Infrarouge dominant, rouge-fer, comme dans les tablettes. Et les signes précurseurs? Augmentation des séismes, inversion magnétique locale. Aurores australes visibles en Espagne. Marées anormales. Volcan qui se réveille. Tout est là, tout est mesuré, tout est caché. Mais toi, tu as les graphiques, tu as les spectres, tu as les enregistrements, et tu comprends. Ce n'est pas une théorie, c'est une trajectoire. Et elle arrive. Tu es sur une plage déserte du golfe Persique en l'an 2042. La nuit est totale, sans lune, sans étoiles. Le silence est si dense qu'il en devient oppressant, comme si l'univers retenait son souffle. L'air est chargé d'électricité statique. Tes cheveux se dressent, ta peau picote. Et puis, ça commence. Un grondement sourd monte de l'horizon sud. Pas un tonnerre, pas un avion, un battement, un cœur cosmique. Regarde, une lueur rouge apparaît au-dessus de l'eau. D'abord faible, comme une braise, puis plus forte, plus large. Elle grossit, elle pulse, elle dévore le ciel. Nibiru, elle est là. Mais avant de plonger dans l'abîme final, fais une chose, maintenant. Abonne-toi à l'Historien Inexploré. Clique sur la cloche, partage cette vidéo. Parce que ce que tu viens de vivre n'est pas une histoire, c'est une alarme. Et elle sonne pour toi. Revenons à la réalité. Ou plutôt, à la vérité qu'on t'a volée. Tu as voyagé avec moi. Des tablettes brisées de Nippur aux télescopes infrarouges d'Atacama. Des cuves d'argile d'Enki aux ziggurats qui hurlent encore dans le silence. Des carottes de glace du Groenland aux fuites classifiées de la NASA. Et maintenant, tu sais, Nibiru n'est pas une fable, elle est une trajectoire, une bombe à retardement orbital, et son compte à rebours est lancé,
Les calculs sont là, irréfutables. Perturbation de Kuiper, confirmée. Anomalie Pioneer, mesurée. Signaux radio, enregistrés. Spectres infrarouges, archivés. Périhélie, entre 2035 et 2045. Point le plus proche, 0,7 UA. Impact gravitationnel, cataclysmique. Et les signes, ils sont déjà là. Regarde autour de toi. Les pôles magnétiques vacillent. Les séismes se multiplient. Les supervolcans grondent. Les aurores australes dansent en Espagne. Les marées dévorent les côtes. Ce n'est pas le changement climatique. C'est le prélude. Et les gardiens, ils préparent, en secret, bunkers sous Denver, bases lunaires, arches orbitales. Ils sauvent les leurs, pas toi. Mais toi, tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, la vérité. Et la vérité est une arme. Alors écoute, quand la boule rouge apparaîtra, quand les eaux monteront, quand les cieux s'ouvriront, ne panique pas. Souviens-toi des tablettes. Souviens-toi d'Enki. Souviens-toi de Ziusudra. Construis ton arche, pas en bois, en connaissance. Rassemble les tiens, partage les données, diffuse les textes, crée des réseaux. Parce que cette fois, nous ne serons pas des victimes, nous serons des témoins. Et quand les vaisseaux descendront, quand les Anunnaki poseront le pied sur la plateforme de Ur reconstruite, quand ils demanderont des comptes, nous serons là, pas à genoux, debout, avec les tablettes dans une main et la preuve dans l'autre. Et nous dirons, nous savons, nous nous souvenons, nous sommes votre projet, mais nous ne sommes plus vos esclaves. Le cycle se referme, mais cette fois, c'est nous qui écrivons la fin, ou le début. Le mystère perdure, pas par ignorance, par défi. Nibiru vient, mais nous sommes prêts. Et toi, tu es l'héritier, tu es le bug, tu es la révolution. Alors abonne-toi, active la cloche, partage, commente. Je suis prêt. Parce que l'historien inexploré ne s'arrête pas ici. Il commence, et ensemble, nous défierons l'amnésie. Nous défierons les gardiens, nous défierons les dieux. Le silence hurle. Mais maintenant, nous hurlons plus fort.